Vous êtes comme d'ordinaire des millions à suivre l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal de 20h, ces chiffres, 19 000 apprenants des instituts d'enseignement médical et instituts des techniques médicales sont soumis au jury national lancé ce mercredi 2 juillet 2025. Les sciences médicales et paramédicales répondent-elles aux besoins des santé publiques? Réponse à suivre dans un instant dans ce journal. Et dans ce journal, nous parlerons également du projet multinational d'appui aux populations affectées en République démocratique du Congo et Burundi par la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les deux pays ont adressé des requêtes de financement. Une mission de la Banque africaine de développement séjourne à Kinshasa pour évaluer et collecter des informations à ces sujets, exercice qui s'est fait avec les fonds sociaux de la République. On y revient également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, nous sommes le 2 juillet 2025 et la date du 30 juin résonne encore dans nos oreilles. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur la volonté affichée quant à la reconstruction de zones occupées par l'agresseur rwandais, mais aussi la réinsertion sous condition des ex-combattants. En voici un extrait. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Les avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire, c'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Les questions spécifiques liées aux violences en temps des conflits armés, on en parle dans ce journal. Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiavinta, a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en charge justement des questions liées aux violences en période de guerre. Sandra Nyangui et Jiresto Fungé. Depuis 3 décennies, la République démocratique du Congo fait face à une guerre sans fin dans sa partie orientale, causant ainsi de nombreuses victimes.
des violences sexuelles. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a reçu Madame Pramila Patten, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la question des violences en période de conflit, accompagné de la coordinatrice des services spécialisés du chef de l'État en matière de violences basées sur le genre, Madame Chantal Yelou Molop. Les échanges entre le VPM de la Défense nationale et ses hôtes ont gravité autour des questions liées aux multiples violences sexuelles en zone de conflit, mettant un accent particulier sur la guerre de l'Est qui fait accroître le cas de violences sexuelles en vue de dégager des pistes de solutions sur la prise en charge des victimes et les sanctions à mettre en place contre les auteurs de ce crime, a laissé entendre Madame Chantal Yelou Molop. On a constaté que depuis qu'il y a la guerre à l'Est, et même avant, que le cas de violences sexuelles dans les zones de conflit ne font qu'augmenter. Il fallait des solutions par rapport au FARDC, quelles sont les prises en charge qui sont mises en place, qui sont les condamnations, et ça s'est bien passé parce que notre FARDC suit tout ça vraiment de près. Notons que Mme Pramila Patten est en République démocratique du Congo pour prendre part au Forum national sur le droit de réparation organisé du 1er au 4 juillet par le FONAREV, avec comme objectif de recueillir les expériences et des bonnes pratiques en matière de réparation à travers le monde en vue de finaliser et d'adopter la stratégie opérationnelle de réparation conformément aux normes nationales et internationales et centrée sur les attentes des victimes. Et du haut de ses 100 millions de locuteurs, la République démocratique du Congo s'élance déjà dans la course au fauteuil du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Un intense lobbying est mené sur place et ailleurs. Le président du Parlement bruxellois, Didier Mompassa, a réuni les ambassadeurs de pays francophones. Robert Ndaye. À la réunion des ambassadeurs francophones organisée par le président du Parlement bruxellois, Didier Mompassa, le député national Christophe Boulou, invité d'honneur de cette grande réunion, a informé les ambassadeurs de la candidature de la République démocratique du Congo à l'Organisation internationale de la francophonie. Cette annonce souligne Christophe Boulou les ambitions de la RDC sur la scène internationale, mettant en avant son influence dans la promotion de la langue française. Je l'ai aussi annoncé la candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétaire général de l'OIF. Parce que nous sommes un pays qui est ancré à la francophonie, malgré l'agression d'un pays francophone, nous avons fait les efforts d'y rester, surtout le président de la République. Il soutient la francophonie, c'est lui qui a vraiment tenu devant la population congolaise parce qu'à un moment donné, il voulait vraiment qu'on quitte la francophonie. Cela étant, au niveau de l'Assemblée, il y a aussi les activités de la francophonie. Et ces activités-là, on les fait par les structures de APF. Cette rencontre ouvrira la voie à de nouvelles collaborations et à des initiatives visant à renforcer les liens entre les pays francophones. Anesthésistes, médecins généralistes, urgentistes et autres maillons importants dans le corps médical d'origine congolaise exerçant plutôt en France ou en Belgique. La patrie a besoin de vous. C'est en ces termes que le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, s'est exprimé devant ces professionnels de santé. C'est un commentaire de Jessica Massélé. À Bruxelles comme à Paris, dans une salle pleine mais attentive, le rendez-vous avait quelque chose de symbolique. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, y a rencontré la diaspora médicale congolaise. Médecins, infirmiers, chercheurs, professionnels de santé, tous sont venus écouter, interroger, mais aussi espérer. Et dès ces premiers mots, le ton est donné. Un temps d'urgence, de responsabilité, mais aussi d'unité. Je suis venu vous chercher. La patrie a besoin de vous. Un appel lancé sans détour, presque solennel, à celles et ceux qui, depuis l'étranger, ont acquis un savoir, une expérience. C'est venu nous chercher. Si on vient, mais on vient en désordre, il n'y aura pas d'impact. Que derrière moi se cachent pas mal d'anesthésistes qui ont la même volonté de pouvoir faire quelque chose, mais qui cherchent un couloir où ils peuvent travailler. Nous avons besoin de tous les fils du pays pour que nos populations accèdent aux soins de qualité. Et nous savons que dans la diaspora, il y a énormément de ressources. Et ces ressources-là, il faut venir les chercher. Le pays est engagé dans une transformation profonde de son système de santé. Et cette fois-ci, il y a de fait. Nous devons d'abord passer notre temps à créer les bases.
Et ces bases-là, c'était utile parce que quand un système fonctionne, vous ne pouvez pas décider de rajouter des choses dans ce système parce que le système n'était pas prévu pour ça. Vous n'avez pas d'assurance maladie obligatoire. Or, l'assurance maladie obligatoire veut dire que nous avons une assiette de cotisation large. Aujourd'hui, nous avons une contribution obligatoire qui a été décidée par le Conseil national du travail, qui a été adoptée par le Conseil des ministres, qui fait que tout le monde va contribuer au système de santé. Des propositions bien accueillies par les participants qui, pour la première fois depuis longtemps, sentent une réelle volonté politique de les associer à l'avenir du pays. On est prêt à partir. On est prêt à partir. Tu arrives à faire ce que lui il a fait, eh bien chapeau qu'il continue comme ça. Le nombre des candidats est passé des 13 000 en 2023 et des 19 000 en 2025. Le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani, a procédé aujourd'hui même au lancement du jury national des instituts de techniques médicales et écoles d'enseignement médical. D'autres précisions dans ces reportages de Rodépanda. À l'enseignement des sciences de santé, le jury national, édition 2025, pour les instituts d'enseignement médical IM et les instituts techniques médicales ITEM, a été lancé ce mercredi 2 juillet 2025 par le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani, qui a représenté le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale empêchée. Tout s'est déroulé à l'INPES, Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Près de 19 000 candidats affrontent ces épreuves réparties dans 155 poules de passation. Le secrétaire général Yuma Ramazani a salué la volonté ferme des apprenants et les stimule à travailler avec beaucoup de sérieux pour contribuer à la couverture de santé universelle. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, encourager tous les apprenants à travers la République. Nous avons fait un effort pour qu'aucune province ne soit oubliée. Je profite pour féliciter les directeurs de la direction concernée qui a fait des efforts énormes pour que ça se fasse ainsi. Pour nous, c'est très important parce que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la couverture santé universelle. Et pour y arriver, il faut délivrer le soin de qualité. Et pour délivrer le soin de qualité, il faut des ressources humaines compétentes. Pour l'année 2025, la session a enregistré 2 non-voyants, dont Godefroy Kiasonga, qui a appelé les autres à ne pas vagabonder et penser aux études. Ces épreuves vont se dérouler pendant 3 jours pour les finalistes de l'approche par compétence et 4 jours pour ceux de l'approche par objectif. Des ans d'existence, 2 ans d'affirmation et de combat, la DESCO a rassemblé ses militants autour de son autorité morale, Tony Kankushiku, qui du reste a salué l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Marie-Louise Mbella nous décrit cet événement. C'est avec une grande fierté que les cadres et militants de l'Alliance des démocrates socialistes congolais ont célébré ce 30 juin la double cérémonie marquant la fête de l'indépendance de la RDC et les 2 ans d'existence de cette formation politique. Après avoir observé 1 minute de silence en mémoire des victimes de la guerre d'agression dans l'Est du pays et rendu un vibrant hommage au FRDC, Tony Kankushiku a exprimé sa totale satisfaction quant à la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Pour l'autorité morale de la DESCO, Tony Kankushiku, cela constitue une grande victoire diplomatique pour la RDC obtenue grâce à la clairvoyance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à tout prix à préserver l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la vie des Congolais. Président la Kisibiso Kalingimboka, il faut beso peto la Kisabitolingimboka. Il faut tout linga Congo. Congo est un boka na biso, nous en mboka msusute. Changement est bandit d'abord na Bolingamboka. Parti à biso et bandit, ça fait 2 ans. Biso à DESCO, tous les membres, il y a AAP, tous les membres, il y a Union Sacrée. Biso nous surtout dans Sima Fati Béton. Fati Béton vivant. La célébration du 2e anniversaire de la DESCO a constitué un moment de renouveler la volonté de ses partis politiques ainsi que ses membres à servir le pays aux côtés du président de la République pour la réussite totale de sa vision politique et la promotion des valeurs patriotiques.
De ces faits, son autorité morale, Tony Kakushiku, a promis de faire de la DESCO un parti politique encore plus fort et plus influent. Devant cette foule en liesse, la présidente de la DESCO, Mme Joliombo Mukendi, s'est attardée sur la genèse et les idéaux du parti, évoquant ainsi les actions accomplies et les perspectives d'avenir. Le projet a pour but l'amélioration du quotidien de populations dans la partie est du pays, mais aussi une partie du Burundi affectée par les conflits armés. Il s'agit du projet multinational d'appui aux populations affectées en RDC et au Burundi par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Et les 10 projets étaient au cœur d'une séance d'évaluation entre les équipes, la Banque africaine de développement et les fonds sociaux de la République. Edith Chala. Cette mission de la Banque africaine de développement en préévaluation du projet multinational d'appui aux populations affectées en RDC et au Burundi par la crise de l'Est de la République démocratique du Congo a eu des échanges fructueux avec l'équipe du Fonds social de la République démocratique du Congo, conduite par Philippe Ngwala Malimba qui en est le coordonnateur. Cette mission fait suite à des requêtes de financement adressées à la Banque africaine de développement par les gouvernements des 2 pays afin d'apporter des solutions durables à la crise qui secoue la partie est de la RDC et le Burundi. Il s'agit des discussions avec les parties prenantes des 2 pays, à savoir les autorités politico-administratives, les agences publiques, les structures non étatiques, les partenaires techniques et financiers directement concernés afin de collecter les informations nécessaires et avoir la même compréhension du projet. Cet accord de paix qui vise à créer les conditions favorables pour des activités de développement socio-économique permettra effectivement au Fonds social de la République démocratique du Congo de continuer à jouer son rôle clé de premier plan qui consiste à pouvoir répondre aux besoins de la population des communautés de base et à contribuer à la mise en œuvre des engagements du président de la République dans cette partie de la population pour ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Ces travaux qui se tiennent depuis mardi 1er juillet sont conduits par le coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngwala Malimba, et vont se clôturer le lundi 7 juillet prochain. Expo Japon 2025, la RDC y prend une part active et a inscrit, selon le propos de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale, Bestine Kazadi, la coopération internationale dans une dynamique des résultats et des partenariats durables. Direction Osaka, pour en parler à travers ses commentaires de Souzingoy. La RDC affirme sa volonté d'inscrire la coopération internationale dans une dynamique de résultats et de partenariats durables au service du développement. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, l'a dit à la Semaine congolaise organisée dans le cadre de l'exposition 2025 tenue à Osaka au Japon. La ministre Bestine Kazadi a exposé la vision du gouvernement congolais, celle de positionner la RDC comme un hub régional de coopération économique reposant sur la confiance mutuelle, l'innovation et l'investissement à forte valeur ajoutée. La mise en place d'un portail coopération RDC qui a été validé dernièrement par le Conseil des ministres, qui est un outil structurant, une porte d'entrée et véritablement une vitrine numérique pour la coopération internationale qui va permettre à la République démocratique du Congo de mettre à disposition des partenaires crédibles, notamment le Japon, à travers la JICA avec lequel nous sommes déjà en lien, afin de présenter les informations sur les projets de coopération en cours. 3 axes majeurs ont été mis en avant pour consolider un partenariat stratégique entre la RDC et le Japon, notamment la réactivation du cadre bilatéral RDC-Japon, le lancement de la plateforme numérique Portail COP RDC et la sécurisation des investissements privés japonais en RDC. Et pratiquement dans le même chapitre, la RDC joue sa partition dans le cercle fermé de la conférence internationale de l'Alliance des patronats francophones. On en parle dans ses commentaires de Bobo Adan Mokonzi. Toutes nos excuses pour la qualité de ces reportages et autre chose. L'espace SADC
a plus que besoin des investissements régionaux pour garantir un développement harmonieux. Eh bien, les institutions de financement de développement sous-régional, à l'image du Fonds de promotion de l'industrie, ont pris part à un forum sur les investissements. Alain Bikaï. L'objectif de ces forums des institutions de financement et de développement de la SADC était de s'assurer que ces institutions restent adaptées et efficaces pour relever les défis de développement au sein de cette sous-région de l'Afrique. Pour ce faire, des panélistes ont donné un aperçu des normes prudentielles, des lignes directrices et systèmes d'évaluation édictés par les institutions africaines de financement de développement. Il faut noter que ces normes prudentielles jouent un rôle important dans les notations internationales pour accéder au marché des capitaux. Elles aident également ces institutions à évaluer leurs performances dans 3 domaines clés, à savoir la gouvernance, les financements prudentiels et les lignes directrices opérationnelles. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire permanent adjoint au ministère des Mines est revenu sur l'impact de ces institutions de la sous-région qui offrent des perspectives précieuses. La délégation congolaise à ces assises conduite par le directeur général du FPI, Bertin Moudimou, a pris part active à toutes ces discussions, ce qui a permis au Fonds de la promotion de l'industrie d'élargir ses horizons afin de développer son réseautage. Ici est de rappeler qu'à travers le FPI, la République démocratique du Congo a adhéré au réseau des institutions de financement et de développement de la SADC depuis le mois de novembre de l'année passée. Elles apportent leur soutien aux efforts de paix en République démocratique du Congo. Eh bien, les femmes de l'UDPS étaient en assemblée générale. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Dans son adresse, la présidente de la Ligue des femmes a salué la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous les auspices du président américain Donald Trump. Pour Christine Mantoni, cet accord vient couronner les efforts diplomatiques de la haute autorité de référence de son parti et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. La vice-présidente Antoinette Mbelou a sensibilisé la gente féminine congolaise, première victime de cette guerre qui a duré plus de 30 ans, a apporté son soutien sans faille à cet accord concernant la crise qu'elle qualifie d'artificielle qui sévit dans son parti. Antoinette Mbelou appelle au respect de l'ordre établi, incarné par l'honorable Augustin Kabouya. Parti Nabiso et Kotikala Moko. Nous n'avons qu'un seul parti et un seul secrétaire général, Augustin Kabouya, qui peut engager le parti Levons les Tierces. C'est par une minute de silence en mémoire de Kabasele Wampanga, combattant de l'UDPS mort dans des conditions tragiques, que le président intérimaire de l'UDPS a commencé son mot. Sur ce, Augustin Kabouya est revenu sur les ondes de turbulence qu'a traversé son parti. À cet effet, il a salué la constance du comité directeur de la Ligue des femmes qui ne s'est pas laissé manipuler par les frondeurs qui sont prêts à tout. L'aéroport national de Bipemba de la ville de Mbuji-Mayi ne sera plus le même dans les jours à venir. Des bâtiments sortent déjà des terres, des bâtiments modernes, mais sous la menace parfois des têtes d'érosion. Le directeur général de la régie des voies aériennes est arrivé sur place, Edi Tchala. À la tête d'une délégation composée des experts de la Banque africaine de développement, le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Léonard Ngomambaki, va suivre personnellement les travaux de rénovation de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. À sa descente de l'avion, les agents et cadres se sont mobilisés pour lui réserver un accueil digne de son rang. Dans le bref échange qu'il a eu avec les agents, Léonard Ngomambaki a vanté les prouesses diplomatiques du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ont permis la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Sur les travaux proprement dit, Léonard Ngomambaki est précis. Nous sommes venus avec les ingénieurs pour pouvoir faire l'état des lieux de cette entité parce que beaucoup de choses vont être construites telles que la zone faite, les bâtiments administratifs qui vont construire, les érosions qui vont être stabilisées par eux et nous avons la piste qui vont terminer. Nous disons infiniment merci au personnel de la RVA Mbuji-Mayi,
merci au chef de l'État avec tout ce qu'il est en train de faire comme travail pour que ce pays soit uni, unifié, surtout pour l'accord de paix qui vient d'être signé à Washington. Son arrivée à Mbuji-Mayi a également redonné un peu de sourire aux agents auxquels il a annoncé avoir apporté des mois de salaire. Arrivé sur place, à Mbuji-Mayi, le directeur général de la RVA a été voir le gouverneur de la province du Kasaï oriental pour des échanges sur des travaux qui peuvent être faits sur les différentes têtes d'érosion qui menacent les environs de l'aéroport de Bipemba. 9e édition Culture Award DRC et parmi les lauréats figure notre consoeur Sandra Nyangitabou, présentatrice de 20 heures au sommet de son art. Elle a présenté son trophée à madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo. Diane Balaka pour les détails. Sous les projecteurs de la 9e édition de Culture Award DRC, la journaliste Sandra Nyangitabou, figure bien connue de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, a été proclamée meilleure présentatrice du journal télévisé. Ce prix prestigieux lui a été décerné lors de la soirée de gala à l'issue du verdict du jury. Pour marquer cette distinction, Sandra Nyangi s'est rendue ce mardi dans le bureau de la directrice générale de la RTNC, madame Sylvie Elengue, à qui elle a présenté officiellement son trophée. Je suis venue présenter à madame la directrice générale de la RTNC, madame Sylvie Elengue, ce trophée que nous avons raflé comme meilleure présentatrice du journal télévisé de la RDC. Je tiens à la remercier sincèrement parce qu'elle nous a donné l'opportunité, l'espace pour nous exprimer et en même temps servir la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons ce trophée et nous en sommes très très fiers. Émue par ces gestes de reconnaissance, la patronne de la RTNC s'est dite honorée de voir l'un de ses talents ainsi de distinguer à l'échelle africaine. Elle a profité de cette occasion pour lancer un message fort à l'ensemble du personnel de la chaîne publique. En tout cas, pour nous, c'est une très belle reconnaissance. Nous sommes très fiers de madame Sandra Nyangi ici présente. Elle porte haut l'emblème de la RTNC. Déjà, nous-mêmes, nous apprécions la qualité de son travail. Et si cela est reconnu dans la profession, c'est vraiment une grande reconnaissance, non seulement pour la chaîne, mais particulièrement pour elle-même. Et en même temps, pour nous, c'est de lancer ce cri, un message aux plus jeunes, parce qu'en même temps, cette reconnaissance devrait créer de l'émulation auprès des plus jeunes pour suivre ses pas et pourquoi pas ne pas aller au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui. Le Culture Award DRC est un prix de méritocratie qui distingue chaque année les figures les plus remarquables dans divers secteurs d'activité en Afrique. Pour cette 9e édition, des candidats venus de 3 pays, la République démocratique du Congo, l'Angola, l'Afrique du Sud, étaient en compétition dans différentes catégories. La beauté congolaise, un outil de soft power, eh bien la couronne est sur la tête d'une charmante demoiselle du Nord Kivu. Il s'agit de Kizi Mutezi Keza qui est nominée Miss Indépendance DRC 2025 qui est en sa 5e édition. Les images de ces créatures de rêve, parce qu'elles sont nombreuses, dans ces reportages signés Diane Balaka. 26 provinces, 26 candidates, 26 styles, mais une seule reine, Kizi Mutezi Keza, fièrement venue du Nord Kivu, a été proclamée Miss Indépendance RDC 2025 lors d'une soirée de gala éclatante, marquant également les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans un décor mêlant patriotisme, culture et élégance, cette 5e édition du concours a rassemblé tout ce que le pays compte des diversités féminines, des beautés authentiques et des talents cachés. C'est Véronique Kachala, présidente de la Fondation Umwe et ambassadrice nationale du tourisme, qui a ouvert la cérémonie en rendant hommage aux partenaires et soutiens de l'événement. Le ministre du Tourisme, Didier Pombia, parrain de la soirée, a pour sa part salué une victoire de la liberté d'expression de la jeunesse féminine congolaise. Le public a vibré au rythme des différentes prestations, d'abord en tenue de gala, ensuite en maillot de bain et enfin en tenue traditionnelle. Les jurys composés de Marie-Claire Moulenda, formatrice des Miss, entre autres la journaliste Mami Ilela et plusieurs autres professionnels de Bendia. À l'issue des délibérations, c'est le Nord Kivu qui s'est imposé. Kizi Mutezi Keza a reçu la couronne, un chèque symbolique de 3 500 $ et les clés d'une Toyota neuve remise par le 2e vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati.
La soirée a été magnifiquement animée par des prestations d'artistes congolais de renommée, dont Héritier Watanabe, qui a enflammé la scène au rythme de la rumba, aux côtés d'autres talents venus célébrer la beauté congolaise et l'indépendance nationale. Et avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué de presse de l'agence de zone économique spéciale. La direction générale de l'agence de zone économique spéciale AZES porte à la connaissance de l'ensemble des services de l'État qu'il a été constaté une multiplication non coordonnée des missions techniques, administratives et fiscales au sein des entreprises opérant dans les zones économiques spéciales ZES implantées en République démocratique du Congo. À cet effet et en conformité avec les dispositions de l'article 23 de la loi du 7 juillet 2014 fixant les régimes de zones économiques spéciales en RDC tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/020 du 11 septembre 2023, il est rappelé ce qui suit. Les inspections ainsi que le contrôle administratif et fiscaux effectués par les services de l'État ne peuvent avoir lieu dans le ZES qu'en coordination avec l'établissement public en charge de l'administration des ZES et l'aménageur ou les gestionnaires. En conséquence, tout service de l'État qui planifie une mission dans les zones économiques spéciales implantées en RDC devra adresser une lettre au directeur général de la ZES à laquelle est jointe l'ordre des missions afin de garantir une coordination efficace avec les parties concernées et d'éviter toute entrave au bon fonctionnement des dites ZES. Les conclusions des missions des services de l'État n'ayant pas suivi cette procédure ne seront pas acceptées. La collaboration de tous les services de l'État est vivement sollicitée pour assurer le respect de cette procédure, gage d'un climat administratif apaisé et propice au climat des affaires et au développement économique du pays. Communiqué signé par Ogi Bolanda Menga Monene, directeur général de l'AZES. Et voilà qui met un terme à ce journal, la grande édition de 20h du 2 juillet 2025. Merci de l'avoir suivi un peu partout dans le monde. Nous vous disons bonsoir et on se retrouve demain à 20h avec la même énergie, la même vigueur. Bonsoir chez vous.